François Bon, Balzac, roman, lecture intégrale, drame au bord de la mer, une œuvre dans tous ces bouquets d'œuvres brèves, mais qui justement, parce qu'elles sont brèves, ont des sortes de puits qui communiquent avec des choses de l'ordre du surnaturel, de l'ordre du mystique, de l'ordre de l'allégorique. Ouais, mais c'est ça qui nous fait tellement de bien. Ouverture vers l'inconnu. Alors, drame au bord de la mer, écrit en 1834, c'est une des années les plus denses de Balzac. C'est le moment où il est en train d'écrire Goriot. Il lui faut des sous pour avoir tout simplement le temps de finir son Goriot. Il vend cette histoire. Ça part d'un fait divers. On ne sait pas, c'est pas la question. Il y a tellement de littérature là-dessus, mais tous ils inventent des choses. C'est écrit en 1834, probablement, donc justement dans cette période très dense, mais un texte vendu, c'est un texte vendu. Il est à Nemours, en tout cas dans les environs, là, cette maison de Madame de Berny qui s'appelle la Boulonnière. On est toujours là dans la période de fin de leur relation, et justement peut-être que c'est ça qui compte. En 1830, vous savez, c'est leur premier séjour ensemble, tout près d'ici, là vous voyez pas, mais si vous suivez la rue là, qui est devant chez moi, que j'aperçois à 400 mètres, vous arrivez à un endroit qui s'appelle la Grenadière. C'est la première fois qu'ils vivent ensemble, et c'est dans ce séjour-là à Saint-Cyr-sur-Loire qu'ils prennent... La Loire est une autoroute, en gros, on va descendre Saumur, cette vision très brève de Saumur, j'en ai parlé quand on a parlé de Eugénie Grandet, Nantes, et puis de là, remonter vers... Il va voir la mer pour la première fois. Et ce sera, justement, l'estuaire de la Loire. Mais de Nantes, en fait, on va directement là. Maintenant, ce serait la Baule. Mais non, à l'époque, c'est le Croisic. Le reste, c'est des dunes, c'est très sauvage. Et l'histoire, ce sera là. Alors peut-être que c'est pour ça que moi, j'ai un attachement. C'est un coin que je connais si bien depuis si longtemps. Et ce sera aussi là, juste à Guérande, en face, le Croisic. Alors, le bateau part du Croisic pour aller là, à Guérande, que va se situer un des romans majeurs, Béatrix. Mais là, drame au bord de la mer, c'est cette côte sauvage, qui est encore sauvage. Dès qu'il y a un petit peu de vague, ça y va. Alors lui, il va, forcément, il est impressionné par ces falaises, ces rochers en surplomb. Il les fait un petit peu plus grands qu'ils ne sont en vrai. Mais c'est là, sur cette côte, où moi j'ai si souvent marché, encore il y a quelques semaines, entre Batz et le Croisic, qu'il écrit cette histoire. Et puis, avant d'ouvrir, évidemment, qui est le protagoniste de Drame au bord de la mer ? Eh bien, on retrouve Louis Lambert, oui, le même Louis Lambert qu'on a dans Louis Lambert. Donc avec cette chose-là de dualité, de représentation symétrique, qui pour Balzac représente tant. Est-ce que c'est le Louis Lambert visionnaire ? Non, c'est le Louis Lambert témoin. Mais témoin justement, en tant qu'il est potentiellement visionnaire, ou qu'au-dedans, ce qui lui permet de voir le drame dans cette vie quotidienne, ce paysage tout simple de bord de mer, c'est sa qualité visionnaire d'un double de Balzac. Drame au bord de la mer, on y va. Les jeunes gens ont presque tous un compas avec lequel ils se plaisent à mesurer l'avenir. Quand leur volonté s'accorde avec la hardiesse de l'angle qu'ils ouvrent, le monde est à eux. Mais ce phénomène de la vie morale n'a lieu qu'à un certain âge. Cet âge qui, pour tous les hommes, se trouve entre 22 et 28 ans, est celui des grandes pensées, l'âge des conceptions premières, parce qu'il est l'âge des immenses désirs, l'âge où l'on ne doute de rien. Qui dit doute, dit impuissance. Après cet âge rapide comme une semaison, vient celui de l'exécution. Il est en quelque sorte deux jeunesses. La jeunesse dans laquelle on croit et la jeunesse pendant laquelle on agit. Souvent, elles se confondent chez les hommes que la nature a favorisés et qui sont comme César, Newton et Bonaparte,
les plus grands parmi les hommes. Je mesurais ce qu'une pensée veut de temps pour se développer, et mon compas à la main, debout sur un rocher à 100 toises au-dessus de l'océan dont les lames se jouaient dans les brisants, j'arpentais mon avenir en le meublant d'ouvrages comme un ingénieur qui sur un terrain vide trace des forteresses et des palais. La mer était belle, je venais de m'habiller après avoir nagé, j'attendais Pauline, mon ange gardien, qui se baignait dans une cuve de granit pleine d'un sable fin, la plus coquette baignoire que la nature ait dessinée pour ses fées marines. Nous étions à l'extrémité du Croisic, une mignonne presqu'île de Bretagne. Nous étions loin du port, dans un endroit que le fisc a jugé tellement inabordable que le douanier n'y passe presque jamais. Nager dans les airs, après avoir nagé dans la mer? Ah, qui n'aurait nagé dans l'avenir? Pourquoi, pensais-je, pourquoi vient un mal? Qui le sait? Les idées vous tombent au cœur ou à la tête sans vous consulter. Nulle courtisane ne fut plus fantasque ni plus impérieuse que ne l'est la conception pour les artistes. Il faut la prendre comme la fortune, à plein cheveu, quand elle vient. Grimpé sur ma pensée comme Astolphe sur son hippogriffe, je chevauchais donc à travers le monde, en y disposant de tout à mon gré. Quand je voulus chercher autour de moi quelques présages pour les audacieuses constructions que ma folle imagination me conseillait d'entreprendre, un joli cri, le cri d'une femme qui vous appelle dans le silence d'un désert, le cri d'une femme qui sort du bain, ranimée, joyeuse, domina le murmure des franges incessamment mobiles que dessinaient le flux et le reflux sur les découpures de la côte. En entendant cette note jaillie de l'âme, je crus avoir vu dans les rochers le pied d'un ange qui, déployant ses ailes, s'était écrié « Tu réussiras !» Je descendis, radieux, léger. Je descendis en bondissant comme un caillou jeté sur une pente rapide. Je descendis en bondissant comme un caillou jeté sur une pente rapide. Les merveilles dans Balzac, c'est pas les merveilles qu'il prévoit, c'est les merveilles qui le happent, presque à sa propre surprise. Quand elle me vit, elle me dit « Qu'as-tu » Je ne répondis pas. Mes yeux se mouillèrent. La veille, Pauline avait compris mes douleurs comme elle comprenait en ce moment mes joies avec la sensibilité magique d'une harpe qui obéit aux variations de l'atmosphère. La vie humaine a de beaux moments. Nous allâmes en silence le long des grèves, le ciel était sans nuages, la mer était sans rides. D'autres n'y eussent vu que deux steppes bleues l'un sur l'autre. Mais nous qui nous entendions sans avoir besoin de la parole, nous qui pouvions faire jouer entre ces deux langes de l'infini les illusions avec lesquelles on se répète au jeune âge, nous nous serrions la main au moindre changement que présentait soit la nappe d'eau, soit les nappes de l'air, car nous prenions ces légers phénomènes pour des traductions matérielles de notre double pensée. Qui n'a pas savouré dans les plaisirs ce moment de joie illimitée où l'âme sensible semble s'être débarrassée des liens de la chair et se trouver comme rendue au monde d'où elle vient? Le plaisir n'est pas notre seul guide en ces régions. N'est-il pas des heures où les sentiments s'enlacent d'eux-mêmes et s'y élancent, comme souvent deux enfants se prennent par la main et se mettent à courir sans savoir pourquoi? Nous allions ainsi. Au moment où les toits de la ville apparurent à l'horizon en y traçant une ligne grisâtre, nous rencontrâmes un pauvre pêcheur qui retournait au Croisic. Ses pieds étaient nus. Son pantalon de toile était déchiqueté par le bas, troué, mal raccommodé. Puis il avait une chemise de toile à voile, de mauvaises bretelles en lisière et pour veste un haillon. Cette misère nous fit mal, comme si c'eût été quelque dissonance au milieu de nos harmonies. Nous nous regardâmes pour nous plaindre l'un à l'autre de ne pas avoir en ce moment le pouvoir de puiser dans les trésors d'Aboulkazem. Nous aperçûmes
un superbe homard et une araignée de mer accrochés à une cordelette que le pêcheur balançait dans sa main droite, tandis que de l'autre il maintenait ses agrès et ses engins. Nous l'accostâmes dans l'intention de lui acheter sa pêche, idée qui nous vint à tous deux et qui s'exprima dans un sourire auquel je répondis par une légère pression du bras que je tenais et que je ramenais près de mon cœur. C'est dans ces riens dont plus tard le souvenir fait des poèmes quand auprès du feu nous nous rappelons l'heure où ce rien nous a émus, le lieu où ce fut et ce mirage dont les effets n'ont pas encore été constatés mais qui s'exerce souvent sur les objets qui nous entourent dans les moments où la vie est légère et où nos cœurs sont pleins. Les sites les plus beaux ne sont que ce que nous les faisons. Quel homme peu poète n'a dans ses souvenirs un quartier de roche qui tient plus de place que n'en ont pris les plus célèbres aspects de pays cherchés à grands frais. Près de ce rocher, de tumultueuses pensées. Là, toute une vie employée, là, des craintes dissipées, là, des rayons d'espérance sont descendus dans l'âme. En ce moment, le soleil, sympathisant avec ses pensées d'amour ou d'avenir, a jeté sur les flancs fauves de cette roche une lueur ardente. Quelques fleurs des montagnes attiraient l'attention, le calme, et le silence grandissait cette anfractuosité sombre en réalité colorée par le rêveur. Alors, elle était belle, avec ses maigres végétations, ses camomilles chaudes, ses cheveux de Vénus aux feuilles veloutées, fête prolongée, décoration magnifique, heureuse exaltation des forces humaines. Une fois déjà, le lac de Bienne, vu de l'île Saint-Pierre, m'avait ainsi parlé. Le rocher du Croisic sera peut-être la dernière de ces joies, mais alors que deviendra Pauline ? « Vous avez fait une belle pêche ce matin, mon brave homme, dis-je au pêcheur. »« Oui, monsieur. » répondit-il en s'arrêtant et nous montrant la figure bistrée des gens qui restent pendant des heures entières exposés à la réverbération du soleil sur l'eau. Ce visage annonçait une longue résignation, la patience du pêcheur et ses mœurs douces. Cet homme avait une voix sans rudesse, des lèvres bonnes, nulle ambition, je ne sais quoi de grêle, de chétif. Toute autre physionomie nous aurait déplu. Où allez-vous vendre ça? À la ville? Combien vous paiera-t-on le homard? 15 sous. L'araignée? 20 sous. Pourquoi tant de différence entre le homard et l'araignée? Monsieur, l'araignée, il la nommait une iraigne. Est bien plus délicate, puis elle est maligne comme un singe et se laisse rarement prendre. Voulez-vous nous donner le tout pour 100 sous? Dit Pauline. L'homme resta pétrifié. Ah, vous ne l'aurez pas, dis-je en riant. J'en donne 10 francs. Il faut savoir payer les émotions ce qu'elles valent. Ah, eh bien, je l'aurai. J'en donne 10 francs 2 sous, 10 sous, 12 francs, 15 francs 50 centimes, 100 francs, 150. Je m'inclinai. Nous n'étions pas en ce moment assez riches pour pousser plus haut cette enchère. Notre pauvre pêcheur, c'est tout le protectionnisme. Notre pauvre pêcheur ne savait pas s'il devait se fâcher d'une mystification ou se livrer à la joie. Nous le tirâmes de peine en lui donnant le nom de notre hôtesse et lui recommandant de porter chez elle le homard et l'araignée. « Gagnez-vous votre vie ?» lui demandai-je pour savoir à quelle cause devait être attribué son dénuement. « Avec bien de la peine et en souffrant bien des misères, » me dit-il. La pêche au bord de la mer, quand on n'a ni barque ni filet et qu'on ne peut la faire qu'aux engins ou à la ligne, est un chanceux métier. Voyez-vous, il faut y attendre le poisson ou le coquillage, tandis que les grands pêcheurs vont le chercher en pleine mer. Il est si difficile de gagner sa vie ainsi que je suis le seul qui pêche à la côte. Je passe des journées entières sans rien rapporter. Pour attraper quelque chose, il faut qu'une iraigne se soit oubliée à dormir comme celle-ci ou qu'un homard soit assez étourdi pour rester dans les rochers. Quelquefois, il y vient des loubines après la haute mer, alors je les empoigne.
Enfin, l'un portant l'autre, que gagnez-vous par jour? 11 à 12 sous. Je m'en tirerais si j'étais seul, mais j'ai mon père à nourrir. Et le bonhomme ne peut pas m'aider, il est aveugle. » À cette phrase, prononcée simplement, nous nous regardâmes, Pauline et moi, sans mot dire. « Vous avez une femme ou quelque bon ami ?» Il nous jeta l'un des plus déplorables regards que j'ai vus en répondant « Si j'avais une femme, il faudrait donc abandonner mon père. Je ne pourrais pas le nourrir et nourrir encore une femme et des enfants. » Eh bien, mon pauvre garçon, comment ne cherchez-vous pas à gagner davantage en portant du sel sur le port ou en travaillant au marais salant? Et monsieur, je ne ferai pas ce métier pendant 3 mois. Je ne suis pas assez fort, et si je mourais, mon père serait à la mendicité. Il me fallait un métier qui ne voulût qu'un peu d'adresse et beaucoup de patience. Et comment 2 personnes peuvent-elles vivre avec 12 sous par jour? Oh, monsieur, nous mangeons des galettes de sarrasin et des berniques que je détache des rochers. Quel âge avez-vous donc? 37 ans. Êtes-vous sorti d'ici? Je suis allé une fois à Guérande pour tirer à la milice, et suis allé à Savenay pour me faire voir à des messieurs qui m'ont mesuré. D'ailleurs, Savenay, c'est le Brévenet de Julien Gracq dans la presqu'île, qui elle aussi situe là, à Guérande. Si j'avais eu un pouce de plus, j'étais soldat. Je serais crevé à la première fatigue, et mon pauvre père demanderait aujourd'hui la charité. J'avais pensé bien des drames. Pauline était habituée à de grandes émotions près d'un homme souffrant, comme je le suis. Eh bien, jamais, ni l'un ni l'autre, nous n'avions entendu de paroles plus émouvantes que ne l'était celle du pêcheur. Nous fîmes quelques pas en silence, mesurant tous deux la profondeur muette de cette vie inconnue, admirant la noblesse de ce dévouement qui s'ignorait lui-même. La force de cette faiblesse nous étonna. Cette insoucieuse générosité nous rapetissa. Je voyais ce pauvre être tout instinctif, rivé sur ce rocher comme un galérien l'est à son boulet, y guettant depuis 20 ans des coquillages pour gagner sa vie et soutenu dans sa patience par un seul sentiment. Combien d'heures consumées au coin d'une grève! Combien d'espérances renversées par un grain, par un changement de temps, il restait suspendu au bord d'une table de granit, le bras tendu comme celui d'un fakir de l'Inde, tandis que son père, assis sur une escabelle, attendait dans le silence et dans les ténèbres le plus grossier des coquillages et du pain, si le voulait la mère. « Buvez-vous quelquefois du vin ?» lui demandai-je. 3 ou 4 fois par an. Eh bien, vous en boirez aujourd'hui, vous et votre père, et nous vous enverrons un pain blanc. Vous êtes bien bon, monsieur. Nous vous donnerons à dîner si vous voulez nous conduire par le bord de la mer jusqu'à Batz, où nous irons voir la tour qui domine le bassin et les côtes, entre Batz et le Croisic. Avec plaisir, nous dit-il. Allez droit devant vous en suivant le chemin dans lequel vous êtes. Je vous y retrouverai après m'être débarrassé de mes agrès et de ma pêche. Nous fîmes un même signe de consentement, et il s'élança joyeusement vers la ville. Cette rencontre nous maintint dans la situation morale où nous étions, mais elle en avait affaibli la gaieté. « Pauvre homme, me dit Pauline, avec cet accent qui ôte à la compassion d'une femme ce que la pitié peut avoir de blessant, n'a-t-on pas honte de se trouver heureux en voyant cette misère ? » Rien n'est plus cruel que d'avoir des désirs impuissants, lui répondis-je. Ces 2 pauvres êtres, le père et le fils, ne sauront pas plus combien ont été vives nos sympathies, que le monde ne sait combien leur vie est belle, car ils amassent des trésors dans le ciel. Le pauvre pays, dit-elle, en me montrant le long d'un champ, environné d'un mur à pierres sèches, des bouses de vaches appliquées symétriquement. Balzac, il est surpris, mais moi, dans les années 50, à Saint-Michel-en-Herbe, en Vendée, les bouses de vaches qui séchaient au bout du champ parce que ça se brûle, je connaissais, moi, encore. Je suis d'un monde beaucoup plus près de Balzac, lui et moi, que
de celui-ci. Quelquefois, c'est peut-être pour ça aussi que j'ai tellement envie d'entamer ces cycles de lecture. Allez, on continue. J'ai demandé ce que c'était que cela. Une paysanne occupée à les coller m'a répondu qu'elle faisait du bois. Imaginez-vous, mon ami, que quand ces bouses sont séchées, ces pauvres gens les récoltent, les entassent et s'en chauffent. Pendant l'hiver, on les vend comme on vend les mottes de temps. Enfin, que crois-tu que gagne la couturière la plus chèrement payée ? 5 sous par jour, dit-elle après une pause, mais on la nourrit. Vois, lui dis-je, les vents de mer dessèchent tout, renversent tout, il n'y a point d'arbres. Les débris des embarcations hors de service se vendent aux riches, car le prix des transports les empêche sans doute de consommer le bois de chauffage dont abonde la Bretagne. Ce pays n'est beau que pour les grandes âmes, les gens sans cœur n'y vivraient pas. Il ne peut être habité que par des poètes ou par des berniques. N'a-t-il pas fallu que l'entrepôt du sel se plaçât sur ce rocher pour qu'il fût habité ? D'un côté la mer, ici des sables, en haut l'espace. Nous avions déjà dépassé la ville et nous étions dans l'espèce de désert qui sépare le Croisic du bourg de Batz. Figurez-vous, mon cher oncle, une lande de 2 lieues remplie par le sable luisant qui se trouve au bord de la mer. Ça et là, quelques rochers y levaient leur tête, et vous eussiez dit des animaux gigantesques couchés dans les dunes. Le long de la mer apparaissaient quelques récifs autour desquels se jouait l'eau en leur donnant l'apparence de grandes roses blanches flottant sur l'étendue liquide et venant se poser sur le rivage. En voyant cette savane terminée par l'océan sur la droite, bordée sur la gauche par le grand lac que fait l'irruption de la mer entre le Croisic et les hauteurs sablonneuses de Guérande, au bas desquelles se trouvent des marais salants dénués de végétation, je regardais Pauline, en lui demandant si elle se sentait le courage d'affronter les ardeurs du soleil et la force de marcher dans le sable. « Chez les Brodequins, allons-y, me dit-elle, en me montrant la tour de Batz qui arrêtait la vue par une immense construction placée là comme une pyramide, mais une pyramide fuselée, découpée, une pyramide si poétiquement ornée qu'elle permettait à l'imagination d'y voir la première des ruines d'une grande ville asiatique. » Nous fîmes quelques pas pour aller nous asseoir sur la portion d'une roche qui se trouvait encore ombrée. Mais il était 11 heures du matin et cette ombre qui cessait à nos pieds s'effaçait avec rapidité. « Combien ce silence est beau, me dit-elle, et comme la profondeur en est étendue par le retour égal du frémissement de la mer sur cette plage. » Si tu veux livrer ton entendement aux 3 immensités qui nous entourent, l'eau, l'air et les sables, en écoutant exclusivement le son répété du flux et du reflux, lui répondis-je, tu n'en supporteras pas le langage. Tu croiras y découvrir une pensée qui t'accablera. Hier, au coucher du soleil, j'ai eu cette sensation. Elle m'a brisé. « Oh oui, parlons, dit-elle, après une longue pause. Aucun orateur n'est plus terrible. Je crois découvrir les causes des harmonies qui nous environnent, reprit-elle. Ce paysage qui n'a que 3 couleurs tranchées, le jaune brillant des sables, l'azur du ciel et le vert uni de la mer, est grand sans être sauvage. Il est immense sans être désert. Il est monotone sans être fatigant. Il n'a que 3 éléments. Il est varié. Les femmes seules savent rendre ainsi leurs impressions, répondis-je. Tu serais désespérante pour un poète, chère âme que j'ai si bien devinée. L'excessive chaleur de midi jette à ces 3 expressions de l'infini une couleur dévorante, reprit Pauline en riant. Je conçois ici les poésies et les passions de l'Orient. Et moi, j'y conçois le désespoir. Oui, dit-elle. Cette dune est un cloître sublime. Nous entendîmes le pas pressé de notre guide. Il s'était endimanché.
nous lui adressâmes quelques paroles insignifiantes, il crut voir que nos dispositions d'âme avaient changé, et, avec cette réserve que donne le malheur, il garda le silence. Quoique nous nous pressassions de temps en temps la main pour nous avertir de la mutualité de nos idées et de nos impressions, nous marchâmes pendant une demi-heure en silence, soit que nous fussions accablés par la chaleur qui s'élançait en ondées brillantes du milieu des sables, soit que la difficulté de la marche employa notre attention. Nous allions en nous tenant par la main comme deux enfants. Nous n'eussions pas fait 12 pas si nous nous étions donné le bras. Le chemin qui mène au bourg de Batz n'était pas tracé. Il suffisait d'un coup de vent pour effacer les marques que faisaient les pieds de chevaux ou les jantes de charrettes, mais l'œil exercé de notre guide reconnaissait à quelques fientes de bestiaux, à quelques parcelles de crottin, ce chemin qui tantôt descendait vers la mer, tantôt remontait vers les terres au gré des pentes ou pour tourner des rochers. À midi, nous n'étions qu'à mi-chemin. Nous nous reposerons là-bas, dis-je, en montant un promontoire composé de rochers assez élevés pour faire supposer que nous y trouverions une grotte. En m'entendant, le pêcheur, qui avait suivi la direction de mon doigt, hocha la tête et me dit « Il y a là quelqu'un. Ceux qui viennent du bourg de Batz au Croisic ou du Croisic au bourg de Batz font tous un détour pour n'y point passer. » Les paroles de cet homme furent dites à voix basse et supposaient un mystère. Est-ce donc un voleur, un assassin? Notre guide ne nous répondit que par une aspiration creusée qui redoubla notre curiosité. Mais si nous y passons, nous arrivera-t-il quelque malheur? Oh non! Y passerez-vous avec nous? Non, monsieur. Nous irons donc, si vous nous assurez qu'il n'y a nul danger pour nous. Je ne dis pas cela, répondit vivement le pêcheur. Je dis seulement que celui qui s'y trouve ne vous dira rien et ne vous fera aucun mal. Oh mon Dieu, il ne bougera seulement pas de sa place. Qui est-ce donc? Un homme. Et quand on se souvient de drames au bord de la mer, une fois qu'on l'a lu, et qu'il s'agit de Louis Lambert qui écrit à son vieil oncle le récit. Qui est-ce donc? Un homme. Je vous assure qu'on s'en souvient. Jamais 2 syllabes ne furent prononcées d'une façon si tragique. En ce moment, nous étions à une vingtaine de pas de ce récif dans lequel se jouait la mer. Notre guide prit le chemin qui entourait les rochers. Nous continuâmes droit devant nous, mais Pauline me prit le bras. Notre guide hâta le pas afin de se trouver en même temps que nous à l'endroit où les 2 chemins se rejoignaient. Il supposait sans doute qu'après avoir vu l'homme, nous irions d'un pas pressé. Cette circonstance alluma notre curiosité, qui devint alors si vive que nos cœurs palpitèrent comme si nous eussions éprouvé un sentiment de peur. Malgré la chaleur du jour et l'espèce de fatigue que nous causait la marche dans les sables, nos âmes étaient encore livrées à la mollesse indicible d'une harmonieuse extase. Elles étaient pleines de ce plaisir pur qu'on ne saurait peindre qu'en le comparant à celui qu'on ressent en écoutant quelque délicieuse musique. L'Andiamo mio ben de Mozart. 2 sentiments purs qui se confondent. Ne sont-ils pas comme 2 belles voix qui chantent? Pour pouvoir bien apprécier l'émotion qui va nous saisir, il faut donc partager l'état à demi voluptueux dans lequel nous avaient plongé les événements de cette matinée. Admirez pendant longtemps une tourterelle aux jolies couleurs posée sur un souple rameau près d'une source, vous jetterez un cri de douleur en voyant tomber sur elle un émouché qui lui enfonce ses griffes d'acier jusqu'au cœur et l'emporte avec la rapidité meurtrière que la poudre communique au boulet. Quand nous eûmes fait un pas dans l'espace qui se trouvait devant la grotte, espèce d'esplanade située à 30 pieds au-dessus de l'océan et défendue contre ses fureurs par une cascade de rochers abrupts,
nous éprouvâmes un frémissement électrique assez semblable au sursaut que cause un bruit soudain au milieu d'une nuit silencieuse. Nous avions vu sur un quartier de granit un homme assis qui nous avait regardés. Son coup d'œil, semblable à la flamme d'un canon, sortit de 2 yeux ensanglantés, et son immobilité stoïque ne pouvait se comparer qu'à l'inaltérable attitude des piles granitiques qui l'environnaient. Ses yeux se remuèrent par un mouvement lent, son corps demeura fixe comme s'il eût été pétrifié, puis, après nous avoir jeté ce regard qui nous frappa violemment, il reporta ses yeux sur l'étendue de l'océan et la contempla malgré la lumière qui en jaillissait, comme on dit que les aigles contemplent le soleil sans baisser. Ses yeux se remuèrent par un mouvement lent, son corps demeura fixe comme s'il eût été pétrifié. Puis, après nous avoir jeté ce regard qui nous frappa violemment, il reporta ses yeux sur l'étendue de l'océan et la contempla, malgré la lumière qui en jaillissait, comme on dit que les aigles contemplent le soleil, sans baisser ses paupières qu'il ne releva plus. Cherchez à vous rappeler, mon cher oncle, une de ces vieilles truisses de chêne dont le tronc noueux et branché de la veille s'élève fantastiquement sur un chemin désert, et vous aurez une image vraie de cet homme. C'étaient des formes herculéennes ruinées, un visage de Jupiter olympien, mais détruit par l'âge, par les rudes travaux de la mer, par le chagrin, par une nourriture grossière et comme noirci par un éclat de foudre. En voyant ses mains poilues et dures, j'aperçus des nerfs qui ressemblaient à des veines de fer. D'ailleurs, tout en lui dénotait une constitution vigoureuse. Je remarquai dans un coin de la grotte une assez grande quantité de mousse, et sur une grossière tablette taillée par le hasard au milieu du granit, un pain rond cassé qui couvrait une cruche de grès. Jamais mon imagination, quand elle me reportait vers les déserts où vécurent les premiers anachorètes de la chrétienté, ne m'avait dessiné de figure plus grandement religieuse ni plus horriblement repentante que l'était celle de cet homme. Vous qui avez pratiqué le confessionnal, son vieil oncle, c'est le curé de village près de Mingles, ou le village de Mer, là, entre Blois et Orléans, qui l'a élevé, Louis Lambert. Vous qui avez pratiqué le confessionnal, mon cher oncle, vous n'avez jamais peut-être vu un si beau remords, mais ce remords était noyé dans les ondes de la prière continue d'un muet désespoir. Ce pêcheur, ce marin, ce breton grossier, était sublime par un sentiment inconnu. Mais ses yeux avaient-ils pleuré? Cette main de statue ébauchée avait-elle frappé? Ce front rude, empreint de probité farouche et sur lequel la force avait néanmoins laissé les vestiges de cette douceur qui est l'apanage de toute force vraie, ce front sillonné de rides, était-il en harmonie avec un grand cœur? Pourquoi cet homme dans le granit? Pourquoi ce granit dans cet homme? Où était l'homme? Où était le granit? Il nous tomba tout un monde de pensées dans la tête. Alors ça, par exemple, pourquoi cet homme dans le granit? Pourquoi le granit dans cet homme? Ça, on pourrait avoir ça chez Victor Hugo. Par contre, juste la phrase qui est derrière. Il nous tomba tout un monde de pensées dans la tête. Ça n'aurait pas pu être chez Hugo. Et j'en parle avec d'autant de simplicité parce que Hugo est un des seuls dans ce monde contemporain-là qui sait apprécier Balzac pour ce qu'il apporte. Et je parle très sérieusement. Comme l'avait supposé notre guide, nous passâmes en silence, promptement, et il nous revit, ému de terreur ou saisi d'étonnement, mais il ne s'arma point contre nous de la réalité de ses prédictions. « Vous l'avez vu, dit-il,
Quel est cet homme, dis-je? On l'appelle l'homme aux vœux. Vous figurez-vous bien à ce mot le mouvement par lequel nos deux têtes se tournèrent vers notre pêcheur. C'était un homme simple. Il comprit notre muette interrogation, et voici ce qu'il nous dit dans son langage, auquel je tâche de conserver son allure populaire. « Madame, ceux du Croisic comme ceux de Batz croient que cet homme est coupable de quelque chose et fait une pénitence ordonnée par un fameux recteur auquel il est allé se confesser plus loin que Nantes. D'autres croient que Cambremer, c'est son nom, a une mauvaise chance qu'il communique à qui passe sous son air. Aussi, plusieurs, avant de tourner sa roche, regardent-ils d'où vient le vent. S'il est de Galerne, dit-il en nous montrant l'ouest, ils ne continueraient pas leur chemin quand il s'agirait d'aller quérir un morceau de la vraie croix. Ils retournent, ils ont peur. D'autres, les riches du Croisic, disent que Cambremer a fait un vœu, d'où son nom d'homme au vœu. Il est là nuit et jour, sans en sortir. Ces dires ont une apparence de raison. Voyez-vous, dit-il, en se retournant pour nous montrer une chose que nous n'avions pas remarquée, il a planté là, à gauche, une croix de bois pour annoncer qu'il s'est mis sous la protection de Dieu, de la Sainte Vierge et des saints. Il ne se serait pas sacré comme ça, que la frayeur qu'il donne au monde fait qu'il est là en sûreté comme s'il était gardé par de la troupe. Il n'a pas dit un mot depuis qu'il s'est enfermé en plein air. Il se nourrit de pain et d'eau que lui apporte tous les matins la fille de son frère, une petite tronquette de 12 ans à laquelle il a laissé ses biens, et qui est une jolie créature, douce comme un agneau, une bien mignonne fille, bien plaisante. Elle vous a, dit-il en montrant son pouce, des yeux bleus, longs comme ça, sous une chevelure de chérubin. Quand on lui demande « Dis donc, Pérotte », ça veut dire chez nous « Pierrette », fit-il en s'interrompant. « Elle est vouée à Saint-Pierre. Cambremer s'appelle Pierre, il a été son parrain. »« Dis donc, Pérotte, reprit-il, qu'est-ce qu'il te dit ton oncle ?»« Il me dit rien, qu'elle répond. Rien du tout, rien. Eh ben, qu'est-ce qu'il te fait ?» Il m'embrasse au front le dimanche. « Tu n'en as pas peur ?»« Ah ben, qu'a dit, il est mon parrain. Il n'a pas voulu d'autres personnes pour lui apporter à manger. » Pérotte prétend qu'il sourit quand elle vient. Mais autant dire un rayon de soleil dans la brouine, car on dit qu'il est nuageux comme un brouillard. Mais lui dis-je, vous excitez notre curiosité sans la satisfaire. Savez-vous ce qui l'a conduit là? Est-ce le chagrin? Est-ce le repentir? Est-ce une manie? Est-ce un crime? Est-ce... Eh, monsieur, il n'y a guère que mon père et moi qui sachions la vérité de la chose. Défunt, ma mère servait un homme de justice à qui Cambremer a tout dit par ordre du prêtre, qui ne lui a donné l'absolution qu'à cette condition-là, à entendre les gens du port. Ma pauvre mère a entendu Cambremer sans le vouloir, parce que la cuisine du justicier était à côté de sa salle. Elle a écouté. Elle est morte. Le juge qu'a écouté est défunt aussi. Ma mère nous a fait promettre, à mon père et à moi, de n'en rien affairer aux gens du pays. Mais je puis vous dire à vous que le soir où ma mère nous a raconté ça, les cheveux me grésillaient dans la tête. Eh bien, dis-nous ça, mon garçon, nous n'en parlerons à personne. Le pêcheur nous regarda et continua ainsi. Pierre Cambremer, que vous avez vu là, est l'aîné des Cambremer, qui de père en fils sont marins. Leur nom le dit, la mer a toujours plié sous eux. Celui que vous avez vu s'était fait pêcheur à bateau. Il avait donc des barques, allait pêcher la sardine. Il pêchait aussi le haut poisson pour les marchands. Il aurait armé un bâtiment et pêché la morue s'il n'avait pas tant aimé sa femme, qui était une belle femme, une Brouin de Guérande, une fille superbe et qui avait bon cœur. Elle aimait tant Cambremer qu'elle n'a jamais voulu que son homme la quittât plus du temps nécessaire à la pêche aux sardines.
Il demeurait là-bas, tenez, dit le pêcheur, en montant sur une éminence pour nous montrer un îlot dans la petite Méditerranée qui se trouve entre les dunes où nous marchions et les marais salants de Guérande. Voyez-vous cette maison? Elle était à lui. Jacquette Brouin et Cambremer n'ont eu qu'un enfant, un garçon qu'ils ont aimé. Comme quoi, dirais-je, dame, comme on aime un enfant unique, ils en étaient fous. Leur petit Jacques aurait fait, sous votre respect, dans la marmite, qu'ils auraient trouvé que c'était du sucre. Combien donc que nous les avons vus de fois à la foire, achetant les plus belles berloques pour lui. C'était de la déraison, tout le monde le leur disait. Le petit Cambremer, voyant que tout lui était permis, est devenu méchant comme un âne rouge. Quand on venait dire au père Cambremer « Votre fils a manqué de tuer le petit Untel », il riait et disait « Bah, ce sera un fier marin, et il commandera les flottes du roi ». Un autre « Pierre Cambremer, savez-vous que votre gars a crevé l'œil de la petite Pougot ?»« Il aimera les filles », disait Pierre, « il trouvait tout bon ». Alors, mon petit Matin, à 10 ans, battait tout le monde et s'amusait à couper le cou aux poules. Il éventrait les cochons. Enfin, il se roulait dans le sang comme une fouine. « Ce sera un fameux soldat, » disait Cambremer. « Il a goût au sang. » « Voyez-vous, moi je me suis souvenu de tout ça, » dit le pêcheur. « Et Cambremer aussi, » ajouta-t-il après une pause. À 15 ou 16 ans, Jacques Cambremer était, quoi, un requin. Il allait s'amuser à Guérande ou faire le joli cœur à Savenay. Fallait des espèces. Alors il se mit à voler sa mère, qui n'osait en rien dire à son mari. Cambremer était un homme probe à faire 20 lieues pour rendre à quelqu'un 2 sous qu'on lui aurait donné de trop dans un compte. Enfin, un jour, la mère fut dépouillée de tout. Pendant une pêche de son père, le fils emporta le buffet, la mette, les draps, le linge, ne laissa que les 4 murs. Il avait tout vendu pour aller faire ses frigousses à Nantes. La pauvre femme en a pleuré pendant des jours et des nuits. Fallait dire ça au père, à son retour. Elle craignait le père, pas pour elle, allez. Quand Pierre Cambremer revint, qu'il vit sa maison garnie des meubles que l'on avait prêtés à sa femme, il dit « Qu'est-ce que c'est que ça ?» La pauvre femme était plus morte que vive. Elle dit « Nous avons été volés. » Où donc est Jacques ? Jacques, il est en Riole. Personne ne savait où le drôle était allé. Il s'amuse trop, dit Pierre. 6 mois après, le pauvre père sut que son fils allait être pris par la justice à Nantes. Il fait la route à pied, il va plus vite que par mer, met la main sur son fils et l'amène ici. Il ne lui demanda pas « Qu'as-tu fait ?» Il lui dit « Si tu ne te tiens pas sage 2 ans, ici, avec ta mère et avec moi, allant à la pêche et te conduisant comme un honnête homme, tu auras affaire à moi. » L'enragé, comptant sur la bêtise de ses pères et mères, lui a fait la grimace. Pierre, là-dessus, lui flanque une mornifle qui vous a mis Jacques au lit pour 6 mois. La pauvre mère se mourait de chagrin. Un soir, elle dormait paisiblement. À côté de son mari, elle entend du bruit, se lève. Elle reçoit un coup de couteau dans le bras. Elle crie. On cherche de la lumière. Pierre Cambremer voit sa femme blessée. Il croit que c'est un voleur, comme s'il y en avait dans notre pays, où l'on peut porter sans crainte 10 000 francs en or du Croisic à Saint-Nazaire, sans avoir à s'entendre demander ce qu'on a sous le bras. Pierre cherche Jacques. Il ne trouve point son fils. Le matin, ce monstre-là n'a-t-il pas eu le front de revenir en disant qu'il était allé à Batz ? Faut vous dire que sa mère ne savait où cacher son argent. Cambremer, lui, mettait le sien chez monsieur Dupotet, du Croisic. Les folies de leur fils leur avaient mangé des 100 écus, des 100 francs, des louis d'or. Ils étaient quasiment ruinés. Et c'est dur pour des gens qui avaient aux environs de 12 000 livres, compris leur îlot. Personne ne sait ce que Cambremer a donné à Nantes pour ravoir son fils. Le guignon ravageait la famille. Il était arrivé des malheurs aux frères de Cambremer, qui avaient besoin de secours. Pierre lui disait pour le consoler que Jacques et Pérotte, la fille au cadet Cambremer, se marieraient.
Puis, pour lui faire gagner son pain, il l'employait à la pêche, car Joseph Cambremer en était réduit à vivre de son travail. Sa femme avait péri de la fièvre. Il fallait payer les mois de nourrice de Pérotte. La femme de Pierre Cambremer devait une somme de 100 francs à diverses personnes pour cette petite, du linge, des hardes et 2 ou 3 mots à la grande Frelu, qui avait un enfant de Simon Caudry et qui nourrissait Pérotte. Toujours cet arrière-fond des femmes qui meurent en couche. Mais c'est là. La Cambremer avait cousu une pièce d'Espagne dans la laine de son matelas en mettant dessus à Pérotte. Elle avait reçu beaucoup d'éducation. Elle écrivait comme un greffier et avait appris à lire à son fils. C'est ce qu'il a perdu. Personne n'a su comment ça s'est fait, mais ce gredin de Jacques avait flairé l'or, l'avait pris et était allé riboter au Croisic. Le bonhomme Cambremer, par un fait exprès, revenait avec sa barque chez lui. En abordant, il voit flotter un bout de papier, le prend, l'apporte à sa femme, qui tombe à la renverse en reconnaissant ses propres paroles écrites. Cambremer ne dit rien, va au Croisic, apprend là que son fils est au billard. Pour lors, il fait demander la bonne femme qui tient le café et lui dit « J'avais dit à Jacques de ne pas se servir d'une pièce d'or avec quoi il vous paiera. Rendez-la moi. J'attendrai sur la porte et vous donnerez de l'argent blanc pour. » La bonne femme lui apporta la pièce. Cambremer la prend en disant « Bon » et revient chez lui. Toute la ville a su cela. Mais voilà ce que je sais et ce dont les autres ne font que de se douter en gros. Il dit à sa femme d'approprier leur chambre qu'est par bas. Il fait du feu dans la cheminée, allume 2 chandelles, place 2 chaises d'un côté de l'âtre et met de l'autre côté un escabeau. Puis il dit à sa femme de lui apprêter ses habits de noces en lui commandant de pouiller les siens. Il s'habille. Quand il est vêtu, il va chercher son frère et lui dit de faire le guet devant sa maison pour l'avertir s'il entendait du bruit sur les 2 grèves, celle-ci et celle des marais de Guérande. Il rentre quand il juge que sa femme est habillée, il charge un fusil et le cache dans le coin de la cheminée. Voilà Jacques qui revient. Il revient tard. Il avait bu et joué jusqu'à 10 heures. Il s'était fait passer à la pointe de Carnouf. Son oncle l'entend héler, va le chercher sur la grève des marais et le passe sans rien dire. Quand il entre, son père lui dit « Assieds-toi là », en lui montrant l'escabeau. « Tu es, dit-il, devant ton père et ta mère que tu as offensé et qui ont à te juger. » Jacques se mit à beugler parce que la figure de Cambremer était tortillée d'une singulière manière. La mère était roide comme une rame. Si tu cries, si tu bouges, si tu ne te tiens pas comme un mât sur ton escabeau, dit Pierre en l'ajustant avec son fusil, je te tue comme un chien. Le fils devint muet comme un poisson. La mère la rendit. Voilà, dit Pierre à son fils, un papier qui enveloppait une pièce d'or espagnole. La pièce d'or était dans le lit de ta mère. Ta mère seule savait l'endroit où elle l'avait mise. J'ai trouvé le papier sur l'eau en abordant ici. Tu viens de donner ce soir cette pièce d'or espagnole à la mère Fleurant, et ta mère n'a plus vu sa pièce dans son lit. Explique-toi. Jacques dit qu'il n'avait pas pris la pièce de sa mère et que cette pièce lui était restée de Nantes. Tant mieux, dit Pierre. Comment peux-tu nous prouver cela? Je l'avais. Tu n'as pas pris celle de ta mère? Non. Peux-tu le jurer sur ta vie éternelle? Il allait le jurer. Sa mère leva les yeux sur lui et dit « Jacques, mon enfant, prends garde. Ne jure pas si ce n'est pas vrai. Tu peux t'amender, te repentir. Il est temps encore. » Et elle pleura. « Vous êtes une ci et une ça, lui dit-il, qu'avait toujours voulu ma perte. » Cambremer pâlit et dit « Ce que tu viens de dire à ta mère grossira ton compte. Allons au fait. Jures-tu » ? « Oui. Tiens, dit-il, y avait-il sur ta pièce cette croix
que le marchand de sardines qui me l'a donnée avait faite sur la nôtre. Jacques se dégrisa et pleura. « Assez causé, dit Pierre. Je ne te parle pas de ce que tu as fait avant cela. Je ne veux pas qu'un Cambremer soit fait mourir sur la place du Croisic. Fais tes prières et dépêchons-nous. Il va venir un prêtre pour te confesser. » La mère était sortie pour ne pas entendre condamner son fils. Quand elle fut dehors, Cambremer, l'oncle, vint avec le recteur de Piriac, auquel Jacques ne voulut rien dire. Il était malin. Il connaissait assez son père pour savoir qu'il ne le tuerait pas sans confession. « Merci, excusez-nous, monsieur, dit Cambremer au prêtre, quand il vit l'obstination de Jacques. Je voulais donner une leçon à mon fils et vous prier de n'en rien dire. Toi, dit-il à Jacques, si tu ne t'amendes pas, la première fois, ce sera pour de bon, et j'en finirai sans confession. » Il l'envoya se coucher. L'enfant crut cela et s'imagina qu'il pourrait se remettre avec son père. Il dormit, le père veilla. Quand il vit son fils au fin fond de son sommeil, il lui couvrit la bouche avec du chanvre, la lui banda avec un chiffon de voile bien serré, puis il lui lia les mains et les pieds. Il rageait, il pleurait du sang, disait Cambremer au justicier. Que voulez-vous? La mère se jeta aux pieds du père. Il est jugé, qu'il dit. Tu vas m'aider à le mettre dans la barque. Elle s'y refusa. Cambremer l'y mit tout seul, l'y assujettit au fond, lui mit une pierre au cou, sortit du bassin, gagna la mer et vint à la hauteur de la roche où il est. Pour lors, la pauvre mère, qui s'était fait passer ici par son beau-frère, eut beau crier « Grâce !» Cela servit comme une pierre à un loup. Il y avait de la lune. Elle a vu le père jetant à la mer son fils qui lui tenait encore aux entrailles. Et comme il n'y avait pas d'air, elle a entendu « blouf !» Et puis plus rien, ni trace, ni bouillant. La mer est d'une fameuse garde, allez. En abordant là pour faire taire sa femme qui gémissait, Cambremer la trouva quasi morte. Il fut impossible aux deux frères de la porter. Il a fallu la mettre dans la barque qui venait de servir au fils. Ils l'ont ramenée chez elle en faisant le tour par la passe du Croisic. Ah ben, la balbrouin, comme on l'appelait, elle n'a pas duré 8 jours. Elle est morte en demandant à son mari de brûler la damnée barque. Oh, il l'a fait. Lui, il est devenu tout chose. Il ne savait plus ce qu'il voulait. Il fringolait en marchant comme un homme qui ne peut pas porter le vin. Puis, il a fait un voyage de 10 jours et est revenu se mettre où vous l'avez vu. Et depuis qu'il y est, il n'a pas dit une parole. Le pêcheur ne mit qu'un moment à nous raconter cette histoire et nous l'a dit plus simplement encore que je ne l'écris. Les gens du peuple font peu de réflexion en comptant. Ils accusent le fait qui les a frappés et le traduisent comme ils le sentent. Ce récit fut aussi aigrement incisif que l'est un coup de hache. Je n'irai pas à Batz, dit Pauline, en arrivant au contour supérieur du lac. Nous revînmes au Croisic par les marais salants, dans le dédale desquels nous conduisit le pêcheur, devenu comme nous, silencieux. La disposition de nos âmes était changée. Nous étions tous deux plongés en de funestes réflexions, attristés par ce drame qui expliquait le rapide pressentiment que nous en avions eu à l'aspect de Cambremer. Nous avions l'un et l'autre assez de connaissance du monde pour deviner de cette triple vie tout ce que nous en avait eu notre guide. Les malheurs de ces 3 êtres se reproduisaient devant nous comme si nous les avions vus dans les tableaux d'un drame que ce père couronnait en expiant son crime nécessaire. Nous n'osions regarder la roche où était l'homme fatal qui faisait peur à toute une contrée. Quelques nuages embrumaient le ciel.
Des vapeurs s'élevaient à l'horizon. Nous marchions au milieu de la nature la plus âcrement sombre que j'ai jamais rencontrée. Nous foulions une nature qui semblait souffrante, maladive, des marais salants qu'on peut à bon droit nommer les écrouelles de la terre. Là, le sol est divisé en carrés inégaux de forme, tous encaissés par d'énormes talus de terre grise, tout pleins d'une eau saumâtre, à la surface de laquelle arrive le sel. Ces ravins, faits à main d'homme, sont intérieurement partagés en plates-bandes, le long desquelles marchent des ouvriers armés de longs râteaux, à l'aide desquels ils écrèment cette saumure et amènent sur des plateformes rondes pratiquées de distance en distance ce sel quand il est bon à mettre en mulon. Nous côtoyâmes pendant 2 heures ce triste damier où le sel étouffe par son abondance la végétation et où nous n'apercevions de loin en loin que quelques paludiers non donnés à ceux qui cultivent le sel. Ces hommes, ou plutôt ce clan de Bretons, portent un costume spécial, une jaquette blanche assez semblable à celle des brasseurs. Ils se marient entre eux. Il n'y a pas d'exemple qu'une fille de cette tribu ait épousé un autre homme qu'un paludier. L'horrible aspect de ces marécages, dont la boue était symétriquement ratissée, et de cette terre grise dont a horreur la flore bretonne, s'harmoniait avec le deuil de notre âme. Quand nous arrivâmes à l'endroit où l'on passe le bras de mer formé par l'irruption des eaux dans ce fond et qui sert sans doute à alimenter les marais salants, nous aperçûmes avec plaisir les maigres végétations qui garnissent les sables de la plage. Dans la traversée, nous aperçûmes au milieu du lac l'île où demeurent les Cambremer. Nous détournâmes la tête. En arrivant à notre hôtel, nous remarquâmes un billard dans une salle basse, et quand nous apprîmes que c'était le seul billard public qu'il y eût au Croisic, nous fîmes nos apprêts de départ pendant la nuit. Le lendemain, nous étions à Guérande. Pauline était encore triste, et moi, je ressentais déjà les approches de cette flamme qui me brûle le cerveau. J'étais si cruellement tourmenté par les visions que j'avais de ces 3 existences qu'elle me dit « Louis, écris cela. Tu donneras le change à la nature de cette fièvre. » Je vous ai donc écrit cette aventure, mon cher oncle, mais elle m'a déjà fait perdre le calme que je devais à mes bains et à notre séjour ici, Paris, 20 novembre 1834. Honoré de Balzac, drame au bord de la mer. C'est la première fois que je le lis à voix haute, intégralement.